Dimanche 13 juin 2010, meeting à Merville pour l'inauguration de la base Eolis. Voilà le voyage qui arrive juste à gauche. Ce remplaçant qui est censé pouvoir remplacer n'importe quel pilote au sein de la voiture. Un Yak 3 russe. Magnifique chasseur, François qui parlait tout de suite, il était, ça a été le dernier présentateur.
des Yak des années 45 construits en Chine. Avant de se poser, sans aucune autre assistance. C'est donc très fin. Pour vous donner une idée, un avion standard, ça fait 10 de finesse, ça fait 4 fois plus. Donc vous voyez là faire des 8 paresseux, semble-t-il. C'est-à-dire qu'il prend de la vitesse actuellement. Il emmagasine de la vitesse, puis il cabre. Et après sa ressource, le planeur est parti préparer son approche. Il est dans ce qu'on appelle la vente arrière actuelle. Voilà, le club vol à voile vous invite à le retrouver tous les week-ends après-midi et les jours fériés après-midi sur le terrain de Merville, ici même. Si vous avez envie de vous adonner aux joies du vol à voile, vous serez bienvenus. Assez importante, il y a des records qui ont été battus, il n'est pas rare maintenant de dépasser les 1000 km de distance. Qui a survolé Paris en 1944 lors de sa libération. Il nous vient de l'Aéroclub d'Amiens et les commémoratives Air Force, c'est-à-dire la branche française de la commémorative Air Force, qui est une société qui va s'orienter vers la création d'un nouvel avion plus compétitif. Alors, le prototype a accompli son premier vol et toutes les épreuves des essais en vol. Au début des années 40, les Américains, et notamment l'US Army, avaient besoin d'un avion d'observation. Et ils voulaient, l'US Army voulait un avion capable de remplir des missions d'observation, de liaison. Aussi, il y avait un avion pour régler les tirs d'artillerie. Ils volent en toute sécurité. Donc, bravo pour leur travail. Un gros sens. Parce que la particularité de l'Embraer 190, c'est de l'Embraer 600. En février 41, il y a eu une évaluation aux États-Unis avec caoutchouc. Donc ça rebondit. Et quand l'avion a rebondi, il a rebondi comme une sauterelle. C'est pour ça que le général lui a mis une sauterelle. Du coup, bien la création des Grasshopper Squadron, puisque le Grasshopper en anglais, ça veut dire sauterelle, tout simplement. Et l'avion, bien ensuite. 6 juin 1944, le débarquement en Normandie. Bien lorsque les Alliés ont débarqué, et notamment les Américains à Omaha Beach et à Utah Beach, pour régler les tirs d'artillerie, ils avaient besoin d'avions d'observation.
Et avec les fantassins, ils ont débarqué des Piper Cub qui ont pris leur envol sur des petites bandes d'herbe et qui réglaient l'artillerie. Voilà un petit peu pour l'histoire très rapide de cet avion qui est chargé vraiment. C'est un petit peu le pendant du Piper Cub, mais dans l'aviation allemande. Il est présenté cet avion par l'amicale des avions anciens d'Albert. Justement, on y était hier à Albert, c'est une association de collectionneurs. Ils sont basés là-bas, ils font voler plusieurs types de machines, dont le Morane Saunier 506 que vous avez devant vous, qu'on appellera le Fiedler-Storch, même si celui-là a été construit par les avions Morane Saunier en France. Et ils ont aussi deux Dassault flamands, qui sont d'ailleurs aujourd'hui en Allemagne, à Berlin, au Salon international de l'aviation légère de Berlin, Lila, et ils ont été invités cette année à participer. Donc, eh bien, ce qui freine aussi la restauration et la mise en vol de ce type de machine. Donc, le Fiedler-Storch, Storch en allemand, ça veut dire cigogne, et pour les Allemands, c'était l'avion d'observation. La conception de cet avion remonte aux années 30, quand le ministère de l'Air allemand, le RLM, lança un appel d'offres pour un avion capable de se poser et de décoller de surface de petites dimensions. Vous démontrez le vol à basse vitesse, le vol lorsque, au-dessus de la Normandie par exemple, les Allemands faisaient de l'observation avec leur Fiedler-Storch, également en vélo. Quand vous avez le vent de face, vous allez moins vite. Quand vous avez le vent de face devant, arrière, vous allez plus vite. C'est la même chose en avion. Et donc, Messerschmitt, qui est en concurrence avec Siebel aussi, Gerhard Fiedler, qui était un grand voltigeur des années. Regardez le caissage du Fiedler-Storch, du Morane Saunier 506. Gerhard Fiedler, qui était un grand pilote d'acrobatie aérienne, ils se mesuraient au cours des années 20 et 30. Face à 156, fut né notamment par Eric Bachem, et le prototype volant en 1900 aux ailes anciennes au Bourget, puisqu'ils sont en train d'en restaurer un. Le DFS 230, les planeurs se posent littéralement au pied de l'hôtel Campo Imperator, et la surprise est totale. Mussolini est récupéré sans coup férir. Il faut maintenant l'évacuer, et là on l'évacue avec un Fiedler-Storch qui se pose sur l'éperon rocheux. Et 12 hommes le tiennent par les haubans et ils mettent plein gaz, et là l'avion vole, il y a un exemplaire de Ferté-Allé qui vole, et puis il y avait aussi cet avion qui était un monoplan. À l'époque on avait plutôt tendance à faire des biplans pour faire des avions d'entraînement. Ryan développa cet avion. Il faut frotter fort pour qu'il brille l'avion. Alors c'est pour ça, parce qu'à cause des mains, ça fait des dépôts dessus et ça oxyde un peu, ça oxyde un petit peu donc le fil. Alors c'est un peu embêtant pour la beauté de l'avion. Vous avez vu qu'il a un triangle de fond. Un triangle néerlandais. Ryan, c'est un constructeur d'avions. Claude Ryan, c'est le monsieur qui a fait l'avion d'ailleurs du musée de l'air et d'espace, qui a traversé l'Atlantique Nord de Paris, le Bourget, jusqu'à New York. Le Ryan PT-22, un avion bien magnifique, bien sûr, mais même avant, on formait énormément de pilotes et il y avait des bases énormes. Alors, donc c'est un Morane Saunier de 1945, un Morane Saunier 317 qui fait partie d'un second lot, puisqu'il y avait eu un lot avant la Seconde Guerre mondiale et un deuxième lot après la Seconde Guerre mondiale, et celui-ci était avant un Morane 315. 2008. Et qui a servi dans le Pacifique, dans les Indes néerlandaises, puisque la Hollande en a commandé 25, PT 22 à l'époque, avec le moteur Kinner R54. La livraison de ces appareils d'ailleurs à la Hollande a été annulée en course suite à l'invasion de ces colonies hollandaises le 8 mars 1900. Morane Saunier 317. Et c'est le descendant, si on peut dire, du Morane Saunier 315 et du Morane Saunier 230.
qui fait les beaux jours de la voltige aérienne, et notamment de l'école de l'air de Salon de Provence qui a volé sur les Morane Saunier 315 au cours des années 30. Salon de Provence qui est la base de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et également de la patrouille de France qu'on a vu ce matin. Fuselage au niveau entre le contact fuselage, hein, si vous regardez bien. En fait, elle est soutenue par les haubans, ce qu'on appelle l'aile parasol. Les avions Morane Saunier, les parasols de Puteaux, puisque ces avions étaient fabriqués à Puteaux en région parisienne, et bien, elle commence le passage des précurseurs, colère de génie à l'époque, aux équipes d'ingénieurs sortis de grandes écoles, des carcasses de bois et de toile. Regardez, c'est le cas de ce Morane Saunier 317, il est en bois, en toile, il a un fuselage en métal aussi, hein, avec son moteur le G3 aussi en 1921 qui vient traverser les Andes. Et je peux vous dire que les Andes, ça monte à pour le sommet le plus élevé. Le Morane Saunier MS est associé à une foule de routes. La Méditerranée, en 1913, entre Fréjus Saint-Raphaël et Bizerte. Vous avez toutes les stèles qui traitent d'aviation, qui sont répertoriées sur ce site qui s'appelle Aérostèle, que je vous invite à consulter. C'est très très intéressant. Cette année aussi en France, c'est les 100 ans de l'hydravion. C'est en 1910 sur les temps de Berck qui a été effectué par Henri Fabre, le premier vol. Il a des 7000 heures de vol, notre ami François Pierre. C'est un passionné lorsqu'il quitte le poste de pilotage de son Boeing 777. Et bien voilà, il vole sur des avions de collection comme le Shipman que vous avez devant vous. Shipman avec la cocarde anglaise, on connaît bien la Royal Air Force et notamment durant la Première Guerre mondiale, ça s'appelait pas encore Royal Air Force à l'époque d'ailleurs. C'est la fusion de deux entités, une entité navale et une entité aéronautique qui Shipmunk, société britannique de Havilland, est l'une des plus anciennes. Elle fut fondée en 1909, l'année de Havilland, qui est en 1989, qui disparut en 1935, se fit connaître pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Grande Guerre, en produisant des avions de combat, puis dans les années 20 avec une gamme d'avions légers extraordinaires, les fameux de Havilland Moss. Son premier succès mondial fut un avion de course, le bimoteur à long rayon d'action, le de Havilland DH-88 Comet en bimoteur. Puis ce fut le très fameux chasseur bombardier construit en bois, le de Havilland Mosquito, on s'en souvient, du côté d'Amiens, avec l'opération Jéricho, l'attaque de la prison d'Amiens pour libérer les résistants. L'ouverture de l'immense marché canadien installa un atelier d'assemblage à Mount Dennis. Un an plus tard, il fit construire une usine à Donsview, près de Toronto. Avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, la production se recentra sur le biplan d'entraînement, le de Havilland DH-82 Tiger Moss, dont mon ami Marc Janin, portugais, obtint aussi la licence de fabrication de cet avion. Ils fabriquèrent une 60aine d'exemplaires à l'usine Ogoma, pas très loin de Lisbonne. Et en 1955, 25 pays utilisaient le de Havilland of Canada, DH-1 chez la plupart des avions. L'Air Force fut également immédiat, tant il était supérieur au biplan Tiger Moss qu'il remplaçait. Le Chipmunk, comme la plupart des avions de sa catégorie à l'époque, chaîne de montage de Hatfield et de Chester construisirent 1014 exemplaires du petit avion. Le modèle britannique était en tout point semblable. Il fut transformé en Super Chipmunk. Alors on peut en voir aux États-Unis. Et il est équipé de feux d'artifice dessus. Alors il commence à faire un peu de voltige et puis petit à petit il largue les feux d'artifice et puis c'est carrément un feu d'artifice dans le ciel tout en faisant de la voltige et c'est très très joli de nuit, c'est vraiment magnifique et c'est un des vols les plus sympathiques, les plus poétiques que j'ai vu en meeting aérien parce que c'est vraiment pas courant. Eh bien les tenues originales de ces avions, on parle de
représentation de l'armée de l'air. Comme la patrouille de France. Voilà, donc le décollage d'Extra 330, c'est de l'armée de l'air. T'as vu le truc? Il y a quelqu'un qui conduit l'avion, pilote. Pilote dans l'avion. Je vous laisse apprécier le programme. Regarde Mathis, à l'envers. Regardez bien, l'avion va s'arrêter dans le ciel et faire une marche arrière avant de repartir en premier vol. François qui a un cœur gros comme ça. Petit passage par l'avant. Présentation de l'Extra 330 fut le dernier présentateur du Mirage 2000 en 2008. Il fait la dernière démonstration de laisser la place au Rafale comme on se produit dans les métiers. Il a fini sa carrière de pilote de chasse sur Mirage 2000 en tant qu'instructeur. Avant d'intégrer l'équipe de l'an dernier. Sais-tu, Renaud, que cette figure a été présentée pour la première fois au championnat du monde de voltige sur ta base aérienne en 1972. Un américain. Arc a été sacré avant toi en 72 champion du monde de voltige aérienne. Série de rues à tranches avec les tranches. Stationnaire, regardez, l'avion est arrêté. Alors, on est en haut.
vous pouvez l'applaudir bien fort. Hein. Alors c'est pas fini, il va nous faire un petit salut avant de revenir se poser sur la piste standard juste devant nous. Regardez, admirez le coup de pied pour saluer le public. Et voilà, vous pouvez l'applaudir bien fort, le capitaine Raleigh. François Raleigh, capitaine dans l'armée de l'air française, ancien présentateur solo du Mirage 2000, membre de l'équipe de voltige armée de l'air, membre de l'équipe de France de voltige. Nous a présenté l'Extra 330 SC, l'avion de voltige de conception allemande. Une aile en carbone, 330 chevaux de puissance, vous avez vu, c'est très très maniable. C'est l'avion qui a permis à Renault et Cal d'être champion du monde. Donc Renault, on le verra voler tout à l'heure, hein, on l'applaudira aussi parce qu'il faut applaudir nos champions du monde. On a de la chance d'en avoir en Coupe du monde, mais il faut savoir qu'on a des champions du monde dans le domaine aéronautique. Voilà, avec Michel Drucker, super, donc cet après-midi, le VA, moi je trouve que c'est une bonne promotion. Je vous félicite et Renaud, moi qui t'ai vu, c'est le champion du monde. Merci, je vous retrouve tout à l'heure en vol à 18h. Et avec François Raleigh. Donc il y aura un grand meeting, il faut les encourager parce que vraiment ce sont des gens à faire. Et lorsqu'on organise un meeting aérien, on a affaire à différentes administrations et c'est un peu compliqué des fois, surtout qu'il y ait des textes et tout, etc. Donc c'est pas facile à organiser, donc ils ont le mérite. En formation, 4 appareils. Il y a dans l'équipe, eh bien, il y a Alan Gersay, formation à 4 avions comme ça. Ah, ils sont mignons ces avions, hein. C'est des petits jouets. Dans des couleurs originales, et vous allez voir tout à l'heure qu'ils vont faire un programme eh bien, tout aussi original. Alors ce matin on a vu la patrouille de France avec Virginie Guagnot, le commandant de la patrouille de France dans ses petits avions. Alors normalement Julie elle est dans l'avion rouge, alors, qui est à gauche du bleu. Voilà qui est fait. Pas facile à travailler avec des avions équipés d'un moteur de 39 chevaux parce qu'il n'y a pas de réserve de puissance en fait avec ces avions là. Donc un terrain en air, bien sûr, un terrain écologique bien sûr, hein, puisque on parle souvent donc il se bat. Donc, je vous invite à signer cette pétition et aller voir le lien sur le site d'Aérobase. Voilà, elle passe sous les banderoles là-bas, regardez. Voilà, on passe on descend et on va passer sous la banderole de nouveau. Et voilà, regarde, je vais leur faire peur. Je vais leur faire peur. C'est un terrain en air, mais il y a des boutons dessus. Alors pour se poser, il faut d'abord faire un passage pour faire ouvrir les boutons. Bien sûr, en train de piloter avec les ballons. C'est comme en voiture, lorsque vous roulez en voiture, vous ouvrez. Il faut leur qu'ils vont tirer les ballons parce qu'ils vont pas réussir à les toucher. On va voir. Allez, loupé. Ah, pas facile. Vous avez vu, on a mis un petit coup de ballonnier, hein, un petit coup de pédale là, dans l'avion. L'avion est hop, il a gratté un peu. Je le connais bien. Non, je connais bien. C'est un contrôleur, alors qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Notre ami commandant de bord, François Pierre, qui est à côté de moi, commandant de bord Boeing 777 en France, 7000 heures de vol. 7000 heures de vol, Nous a présenté à 17 000 de voltige extraordinaire, très maniable. alors on va être malade.
Je me repose dans ta place. Ouais, il y a un monsieur qui me demande si le Mirage 2000 vole, il volera pour repartir ici vers Merville, mais sinon il volera sur des promoteurs immobiliers. Puis aujourd'hui, il n'y a plus de terrain, mais il y a une technopole, il y a des entreprises, il y a du bétonnage, et puis également, eh bien, il y a comment dire, quelques matériels, on va dire, de l'école. Donc nous avons ici un DA42, un Cap 10. Donc le Cap 10 est piloté par Michael Duval, qui est commercial au sein de notre école, pilote instructeur, qui totalise 2300 heures de vol, 1200 heures de vol. Il nous présente aujourd'hui donc le DA42, un avion bimoteur fabriqué par Diamond. Ce sont deux moteurs diesel de 135 chevaux. Vitesse de croisière du DA42, 145 nœuds. Et il est utilisé pour la formation et donc pour la qualification multimoteur. Ils arrivent de la droite maintenant. Donc l'Institut aéronautique Amaury de Lagrange regroupe l'IAG, qui s'occupe de la formation théorique des pilotes de ligne et de la formation des techniciens de maintenance. Le centre Amaury de Lagrange regroupe aussi les PAG, instructeurs, et assure les 17 000 heures de vol et 6 500 heures de vol simulateur chaque année. Les avions nous arrivent en face et ses collaborations avec les compagnies aériennes françaises comme Air France, Air Inter UTA est devenu le premier centre de formation récurrente pour ces compagnies aériennes. Avec près de 200 techniciens confirmés venant se perfectionner chaque année et fournir en sondeur, ce qui fait pivoter l'avion autour de l'axe de tangage pour le faire monter et descendre. Donc le DA42 qui est un avion moderne bimoteur, donc je le rappelle avec deux moteurs diesel de 135 chevaux, est équipé donc de glass cockpit avec deux Garmin 1000. Voilà, train sorti, volet sorti, et le DA42 qui se présente par la gauche. Voilà, donc Johan repasse avec le DA42 en vol lent. Le train est sorti, les volets sont sortis, les orteils sont sortis, mais là vous ne pouvez pas voir. Vol basse vitesse, comme en configuration d'atterrissage, donc train, volet sorti. Voilà. Bon, là aussi, puisqu'il y a plus de traînées, je vous ai expliqué, donc on est un peu bien sûr. Donc simple rappel que ces formations sont accessibles à partir du niveau bac. Nous avons un stand, vous pouvez vous renseigner sur ce stand. Les deux avions nous arrivent par la droite. Et regardez bien, Johan Tivera, dans le DA42, a stoppé un moteur. Il n'y a plus d'hélice là, c'est la Kélos. Ouais, c'est ce qu'on appelle être en configuration N-1 dans notre langage de pilote. Il est en N-1, donc un moteur ça pousse d'un côté, ça pousse plus de l'autre. Donc il faut contrer avec le pied et tout, donc là aussi c'est du pilotage. Et donc c'est des manœuvres qu'on apprend pour bien effectivement, en cas de souci, si on a un moteur qui s'arrête, et bien de savoir réagir. Cet appareil est un Yakolev Yak 18T, conçu dans les années 70 pour l'entraînement des pilotes de transport de l'URSS. Merci. De rien.
que je vois tous les jours, c'est le clocher de l'église en fait. Bah, moi en fait quand je travaille, je vois différents pays, donc en fait je vois jamais la même chose, donc c'est ça qui est sympathique, c'est aussi ça. Il est très rapide. Bon voilà, merci. Et faites attention aussi à vos enfants, puis n'hésitez pas à leur mettre une casquette et à leur faire qui arrive à Wichita avec ses collaborateurs. Buck Webb qui créera plus tard la Waco Weber Aircraft Company, de solides haubannages en forme de N. Alors lorsque par exemple on compare un Tiger Moss britannique, on parlait de Havilland tout à l'heure avec un Stearman, en fait le Tiger Moss il fait tout petit, le Stamp aussi d'ailleurs. Chacune des deux roues est parce que Jean-Michel Legrand il est également commandant de bord. Et puis chez Privateer, il fait du BBG, du Boeing Business Jet à 340 et à 330. Chez Etihad Airways, il est venu spécialement ce week-end d'Abu Dhabi pour faire le meeting aérien d'Albert hier et celui Cet avion est un Stearman. Nos aérodromes sont menacés en France, un peu partout, parce que les gens, ils tolèrent plus rien, les gens deviennent intolérants à des aérodromes. Alors c'est les mêmes qui vont faire des pétitions, demander la fermeture des terrains. Puis les avions, ils volaient de temps en temps, tout qu'on fait, c'était pas ennuyeux. Mais par contre, les câbles dans les parages, là, par exemple, quand on fait par exemple, et surtout un cadet de l'aéronautique navale américaine, l'US Navy. Ensemble, ils vont se lancer dans la mer. Qui a été pendant de nombreuses années à la Ferté-Alais, cet avion. Il servait un monsieur qui a tourné dans le film Obélix et Astérix, qu'on appelle le Gaulois. Et puis alors le monsieur il montait sur l'aile pour faire le web. C'est un super Stearman, c'est le même type d'appareil qui est en train d'évoluer devant vous. Autre film, Pearl Harbor aussi, avec le début du film avec ces deux enfants qui subtilisent l'avion de leur papa et qui au roulage ont des petits problèmes. Et bien ça aussi c'est un super Stearman. Et puis aussi un film américain qui s'appelle Space Cowboy avec Tommy Lee Jones qui lorsque Tommy Lee Jones amène un jeune garçon qui est avec sa copine, avec le jeune garçon veut faire un tour de voltige aérienne et le pauvre garçon il revient et il est tout malade. Et bien c'est aussi un super Stearman. On verra un Cessna 195 volé, mais une Krieg en 1924, Travel Air Manufacturing. Quelques années, quelques avions plus tard, il décidèrent de voler. Et aujourd'hui il est présent pour voir les avions, aussi il a un petit coup de main, c'est des nouvelles. Ça c'est fort sympathique de ta part. Et je vous invite bien sûr à venir à Lens le 12 septembre parce que j'y serai aussi le commentateur et il y aura un super meeting, rassemblement de T6, il y aura les cartouches de Rafale, il y aura beaucoup d'avions, il y aura un cycling de la force aérienne belge aussi, un hélicoptère qui fait du Circe André sur du Boulogne-sur-Mer avec Calais pour l'anniversaire de la bataille d'Angleterre. C'est jeunes qui organisent bien aussi un meeting avec toutes les contraintes que ça implique, ils ont beaucoup de courage. Voilà un petit tonneau barriqué, c'est notre ami Sikorsky qui a construit après-guerre des hélicoptères et United Airlines qui est une compagnie très récente. Et ben oui, l'avion que vous avez devant vous, c'est aussi un avion construit par Boeing, même si on l'appelle le Stearman. C'était Boeing qui biplan Stearman. Dans le cadre de cette nouvelle structure naquit en 1933. Relativement impressionnante de cet avion s'explique par le mode de construction. C'est un évolué comme le célèbre T6. La silhouette du moteur, c'est costaud, comme savent les faire les... par exemple, le liquide hydraulique, des freins ou des amortisseurs, il peut geler l'avion de sport. D'ailleurs, il a conçu Alexander Yakovlev énormément d'avions. Beaucoup de sacrifices pour maintenir en état vol ces avions, des avions de construction amateur, enfin des avions anciens, des avions de collection, qui font partie du RSA. Et il y en a à peu près 200 en France, immatriculés en avion de collection. Ils sont pour la plupart des monuments historiques, mais alors ils ne sont pas classés aux monuments historiques. Ils sont en France.
En fait, on a énormément de châteaux, d'églises, Dominique Lucas, qui est un de mes collègues de travail, qui est instructeur à l'aéroclub René Mouchotte, ça vous dit quelque chose, René Mouchotte? C'est l'heure, et puis de faire.
Nathalie Vincent, c'est la marraine, c'est l'autre Nathalie de TF1. Voilà, mesdames et messieurs, devant vous le décollage patrouille serrée, la patrouille cartouche dorée 2010. Il passe maintenant en position colonne, donc les uns dessous les autres. L'espacement entre les avions et premier passage de la patrouille aujourd'hui, le passage échelon, vous pouvez les applaudir, la patrouille cartouche dorée. Voilà, changement de formation, les avions étaient en position échelon. Pendant colonne, ils repassent en position échelon, ils vont se représenter devant vous pour la boucle. Allez, c'est parti pour la boucle. On va présenter les pilotes. Le leader, eh bien, c'est le capitaine Sébastien Berberon, pilote de chasse, chef moniteur, 2300 heures de vol. Et il a 31 ans. Et je vous laisse avec le leader pour la boucle. L'équipier droit, c'est le capitaine Cyril Baston, pilote de chasse, sous-chef moniteur, 1800 heures de vol et il a 28 ans. Voilà, la patrouille se représente parallèle à vous pour exécuter la deuxième figure de la série, la bomba. Allez, on tire sur le manche, c'est parti, les ordres du leader. Derrière vous, à gauche, un epsilon à gauche et c'est parti pour le croisement. Regardez bien, à droite, à gauche. C'est avec le 31 ans que la femme accouche maintenant. D'un seul coup, ils vont se positionner, clac. Et voilà, la formation est reproduite de nouveau. C'est extraordinaire. Et ça arrive de la droite. Allez, on cadence maintenant à annoncer le leader. Et c'est parti pour la barrique. Voilà, tous les pilotes de la patrouille sont aux ordres du leader. Le leader apprend ce que l'on appelle la musique, c'est-à-dire qu'il donne les ordres à toutes les... Voilà, la figure devant vous, la figure difficile à réaliser, la boucle triangle. Le numéro 2 est passé de front avec son leader, le numéro 3 a glissé derrière. Et c'est parti pour la boucle en ressources. C'est en 1995 que la patrouille est proclamée équipe officielle de l'armée. Depuis cette date, l'activité des présentations officielles ne cesse de croître. C'est parti pour le 8 cubain après. Figure emblématique de la boutique. Allez, on tire sur le manche. Voilà, le numéro 3 qui vient d'effectuer le 8 cubain, le capitaine de Perras, on peut l'applaudir. Et derrière lui, il se 1 mètre. Et ça tourne. Et il tourne encore. Ils sortent le frein et regardez sur votre droite le numéro 3 qui arrive à pleine vitesse. Et je vous laisse deviner la suite.
c'est le croisement de Cluzan. On les applaudit bien fort. Mesdames et messieurs, la patrouille. Regarde, c'est une chaise. Il est dans l'axe, Antoine.